Donc voilà, je suis Agnès Antoine de Tous Migrants. Je suis accompagnée de Pâquerette de Tous Migrants aussi et de Jean Gaboriau du Refuge Solidaire. On vient de Briançon. Vous connaissez Briançon? Voilà. Donc Briançon, c'est une ville de haute montagne. C'est donc la plus haute ville d'Europe d'ailleurs, Briançon. Et une ville frontalière avec l'Italie, qui depuis quelques années, donc depuis 2015 exactement, voit arriver à ses portes un nombre assez important de personnes qui viennent en France, soit pour trouver une vie meilleure en France, soit pour partir en Allemagne ou en Angleterre pour trouver cette vie meilleure. Face à cette situation, l'État ne fait absolument rien pour les accueillir, voire même pire. L'État, avec sa police de l'air et des frontières et ses gendarmes mobiles, les pourchasse dans la montagne. On me dit ça, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Ça va mieux comme ça? Donc l'État les pourchasse dans la montagne, l'État les refoule en Italie au mépris de leurs droits les plus stricts, l'État parfois les tape, parfois l'État les vole, tout ça avec l'aide de la police de l'air et des frontières bien sûr. Et donc, une fois que ces personnes ont passé la frontière, elles arrivent à Briançon, et si le refuge solidaire n'était pas là, elles dormiraient dehors dans le froid. Il faut savoir qu'à Briançon, l'hiver, ce n'est pas rare qu'il fasse moins 10, moins 15, moins 20 degrés. Vous imaginez la situation. Bref, pour être solidaire avec tous ces gens-là, tous ces exilés, et surtout pour crier haut et fort que le droit n'est pas respecté dans les montagnes, voilà, il y a Tous Migrants qui fait toute une partie juridique, qui fait les maraudes et le refuge qui accueille. Moi, je voulais commencer mon propos par un petit retour en arrière, même un grand bond en arrière. Parce que tout le monde vous dit, oui, mais on est en pleine crise migratoire. Mais c'est pas nouveau. J'ai retrouvé un texte de 1843 où le préfet des Hautes-Alpes écrit déjà au prêtre qui tient un refuge à Montgenèvre. Et vous allez voir, juste on change les dates, on peut dire la même chose aujourd'hui. Écoutez bien, ouvrez vos oreilles, c'est vraiment assez hallucinant. C'est pas long, hein, vous inquiétez pas. Donc, le chanoine de Montgenèvre, entre 1840 et 1850, a comptabilisé 37 800 voyageurs accueillis à Montgenèvre, soit environ 4 000 par an. C'est un peu les chiffres qu'on connaît aujourd'hui, malheureusement. Et donc, le préfet, le 10 novembre 1843, écrit au chanoine en lui demandant de vérifier la situation des visiteurs afin de ne secourir que ceux qui en ont un réel besoin. Et il insiste. Un grand nombre de Piémontais affluent dans ce département. Et je ne doute pas que l'hospitalité qu'ils reçoivent à Montgenèvre ne contribue à augmenter ce nombre. C'est déjà la petite musique du grand appel d'air. Hein. Ainsi, après avoir été soignés et nourris à l'hospice, ils arrivent dans le département où ils voyagent au moyen de passeport avec secours de route. Ils sont donc, et ils seront donc pour ce pays, une charge continuelle. Je viens vous inviter à ne recevoir à l'hospice que ceux qui auraient réellement besoin de soulagement. Vous avez dû remarquer avant moi que les fonds de l'hospice n'alimentaient réellement que des vagabonds, gens sans aveu ou même malfaiteurs. Vous comprenez que nous ne saurions faire un pareil usage de la dotation du gouvernement, etc., etc. Mais je vous dis la réponse du chanoine parce qu'elle vaut aussi son pesant d'or. Et donc il lui répond que tous les voyageurs présentent tous ordinairement des signes de misère. Leur refuser les secours analogues à leur malheureuse position serait un acte de cruauté dont peu de personnes auraient le triste courage de se rendre coupables. Jamais nous n'avons pensé que l'hospitalité donnée aux Montgenèvre
put être un motif d'amener en France des étrangers sans aveu ou malfaiteurs. Pourquoi entreprendre un voyage aussi long pour trouver gratuitement à l'hospice un demi-litre de vin, un demi-kilo de pain, une soupe et un lit pour une nuit seulement? Vous transposez ce texte en 2022. Le préfet des Hautes-Alpes nous dit exactement la même chose. Et je trouve que c'est très intéressant. En cette journée où on célèbre l'article 13, article 13, donc la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est 1848. Mais de démontrer qu'en 200 ans, et sans doute même plus, on n'a pas avancé d'un pouce sur la question de l'accueil de l'autre, et que les réflexes de peur et que les réflexes de rejet sont toujours les mêmes. Et je trouve ça quand même assez impressionnant d'entendre les médias, d'entendre les politiques parler sans cesse de crise migratoire, alors que, vous le voyez, le Mont-Genèvre, à Briançon, ça a toujours été un lieu de passage, de tout temps, à toute heure, à tout moment, et que c'est aussi ça qui fait la richesse de la France, tous ces gens qui sont venus d'ailleurs, qui ont enrichi finalement notre culture, qui ont enrichi notre patrimoine, parce qu'ils ont apporté tout leur savoir-faire, mais aussi toutes leurs énergies à notre pays. Voilà, je vais passer la parole à Pâquerette maintenant qui va vous... Ah si, c'est toi. Excusez-moi, en fait, on commence par Jean qui va vous présenter comment on accueille les gens à Briançon. Merci. Bonjour à tous, donc c'est pas Pâquerette, c'est Jean. Je vais vous parler un petit peu de la situation actuelle. Ça va le micro là? Ça souffle pas trop? Ok. La situation actuelle est exactement la même qu'il y a 200 ans. Depuis 5 ans, on a accueilli pas loin de 20 000 personnes. Donc vous transposez en 10 ans, ça fait 40 000. C'était les chiffres d'il y a 200 ans. On a servi à peu près 150 repas. 150 000, pardon, repas. Et ce qui représente en gros 400 heures de bénévolat par semaine. C'est énorme. On a 7 salariés au sein du refuge. On a été obligé de se professionnaliser un peu parce que l'année dernière, on a subi une crise. Le Covid, le manque de transport et la sentence qu'on avait eue du nouveau maire, il faut fermer. On a été obligé de fermer l'ancien refuge parce qu'il devenait obsolète, certes, mais parce que le nouveau maire nous refusait de nous prêter un local. Donc on a trouvé, la France est généreuse et il y a beaucoup de gens, comme vous aussi, qui viennent nous donner un coup de main et des gens nous ont dit, trouvez un local et on vous l'achète. Donc on a trouvé une ancienne clinique, sanatorium, encore de l'accueil, qui date du début du siècle. Et on l'a acheté. Ils l'ont acheté pour nous. Et du coup, maintenant, on l'a rénové, bien sûr, avec l'aide immense d'Emmaüs, qui est venu nous donner des formidables coups de main depuis le début, d'ailleurs. Et maintenant, on est dans ce nouveau bâtiment, mais dès le départ, ça a coincé, parce qu'à cause du Covid, il fallait tester pour que les gens partent. L'offre de transport était réduite parce qu'on avait une ligne en reconstruction. Et ça a tout de suite bouchonné. Il nous a fallu fermer, puis rouvrir, mais avec cette condition de se professionnaliser un peu plus. Parce que les 2 personnes qui s'occupaient avant du refuge sont parties en burn-out, parce que c'est très dur, la pression que l'on subit. Pour vous dire, à la fin de l'été dernier, on avait affrété un bus, parce qu'on n'avait pas le choix, pour pouvoir emmener des gens à Paris. Donc on leur a demandé l'équivalent de ce que le bus nous coûtait. Et on les a envoyés à Paris. À Paris, ils ont gentiment été accueillis par les forces de l'ordre. Alors, on a séparé les enfants, les femmes et les hommes. Je ne vous donne pas les détails, mais en tout cas, nous, refuge, on a été poursuivis pour aide à la circulation de personnes en situation irrégulière sur le sol français. Voilà où on en est aujourd'hui. On entendait le préfet qui parlait de malfrats ou de gens mal intentionnés. Les gens mal intentionnés, ça pourrait être nous, si jamais on a des gens qui nous envahissent, comme en Ukraine. On pourrait être, nous aussi, des exilés politiques. Voilà, nous ici, là-bas, à Refuge Solidaire, on leur offre le logis, on leur offre à manger, on leur permet de nettoyer leurs vêtements et on leur
permet aussi de partir en leur facilitant l'achat de billets, titres de transport, bus, train, etc. De façon à ce que on ne soit que comme un refuge de montagne. Ils viennent, ils se restaurent, ils se reposent et ils repartent vers leur chemin, ils continuent leur chemin d'exil vers leur destination peut-être plus stable, peut-être en France, peut-être ailleurs, qu'importe, ça ne nous regarde pas. En tout cas, voilà où on en est aujourd'hui. Merci d'être là, parce que grâce à vous aussi, peut-être vos achats, vous nous continuerez aussi à continuer de les accueillir et de continuer notre tâche collective. Merci beaucoup. Bonjour à tous, ça va là ? Je vais vous parler un petit peu des maraudes, parce qu'avant que les gens arrivent au refuge solidaire, ils doivent traverser la montagne. Montgenèvre, c'est un col à 1850 mètres d'altitude. Vous vous en doutez, c'est enneigé l'hiver, il peut faire super froid. La frontière est complètement militarisée, il y a 240 forces de l'ordre affectées en permanence à la surveillance de cette frontière. Donc les personnes qui ne peuvent évidemment pas passer par la route vont passer par la montagne. Et comme elles se font refouler, elles vont à chaque fois prendre un itinéraire plus dangereux. Certaines vont passer 1 fois, 2 fois, 3 fois, 7 fois, jusqu'à ce qu'ils arrivent enfin à Briançon. Ces personnes, ce sont des femmes, des enfants, des bébés, des personnes âgées, des hommes aussi bien sûr, qui se retrouvent dans des conditions hivernales, en haute montagne, et qui peuvent se perdre, s'égarer. Donc la maraude, tous les soirs, les maraudeurs vont partir avec un sac à dos rempli de thermos d'eau chaude, de vêtements secs, de couvertures de survie, et vont aller sur le territoire français à la rencontre de ces personnes en leur proposant de les descendre en voiture jusqu'au refuge solidaire. Ou si elles ne souhaitent pas monter dans les véhicules, leur indiquer le chemin le plus pratique, voire les accompagner sur le chemin le plus facile pour rejoindre ce refuge. Entre Montgenèvre et le refuge, il y a 15 km de route. Voilà. Donc la réalité des maraudes, c'est ça. Il faut savoir quand même qu'à la frontière, les chiffres de la préfecture, c'est qu'entre 2016 et 2021, 13 000 personnes ont été refoulées, plus de 4 000 rien qu'en 2021. Et on sait qu'à la frontière du Fréjus, donc qui est la frontière de la même partie italienne avec la Savoie, c'est le double de personnes qui sont refoulées. La réalité des victimes aux frontières sur le Briançonnais, c'est 8 morts et disparus, plus un nombre de personnes qui sont handicapées à vie, traumatisme crânien, parce qu'il y a des chasses à l'homme dans la montagne, que la police les prend en chasse. Donc ils partent en courant, ils se blessent, parfois très gravement, d'autres fois ils s'égarent, et on a affaire à des personnes amputées, des pieds, des mains, sans compter ceux qui sont décédés. Voilà, je pense que je vous ai un peu brossé. Merci. Merci les Briançonnais d'être venus jusqu'à nous pour nous rappeler un petit peu la réalité de ce morceau de frontière. Je vous propose de prendre le train ou le bus et nous allons traverser la France pour aller de l'autre côté. Non, on reviendra après de l'autre côté de la frontière. Et donc nous allons sur Calais, Grande-Synthe, où là aussi nous avons une frontière un peu particulière, des gens bloqués et un petit havre de paix. Merci Sylvie. Bonjour à tous. Alors chez nous, c'est un peu les mêmes personnes qui sont passées par Briançon et qui montent et qui savent pas trop où aller finalement. Et l'Angleterre semble être un Eldorado. Et donc, ils arrivent chez nous et ils essayent de passer en Angleterre. Évidemment, ils n'ont pas le droit de passer. Donc, ils vont y passer de façon clandestine. Autrefois en camion et aujourd'hui en petit bateau. Ils sont coincés quand il fait pas beau.
Ils sont coincés et donc ils sont là à attendre sous la pluie, le froid, parce que dans le nord, pas très beau tout le temps. Et ces gens n'ont pas le droit de partir et ils n'ont pas le droit de rester. Donc c'est un petit peu compliqué. Alors, en général, actuellement, c'est quasiment 1500 à 2000 personnes en errance comme ça sur tout le littoral entre Calais et Dunkerque. C'est une situation qui existe depuis au moins 1999. Il y a eu beaucoup d'essais, il y a eu Sangatte, puis il y a eu un camp de réfugiés à Grande-Synthe. Et aujourd'hui, on en est toujours au même point, des gens qui sont dehors, des gens comme vous et moi, des familles, des enfants, des mômes qui sont tout seuls, qui se baladent, enfin, qui sont à la merci de tout ce qui est pas beau dans notre monde. Et voilà, alors fatigués par tout ça, on a un peu réfléchi. Alors il y a plein d'assauts qui distribuent des couvertures, qui donnent des repas, qui surveillent la police, qui donnent l'accès aux droits, qui soignent. Quoi encore ? Enfin, il y a vraiment beaucoup d'assauts et on s'est dit, on va essayer autre chose et on va essayer d'accueillir dans une maison. Alors, on a ouvert une maison, c'est pas grand-chose, c'est que 15 personnes, mais c'est assez fabuleux. C'est assez fabuleux de voir ces mômes qui sont en errance à Calais toute la semaine, qui se font poursuivre et pourchasser, qui arrivent avec très fatigués, qui arrivent le samedi et qui vont repartir 2 ou 3 jours après avec le sourire et la force mentale, comme quand on a passé des vacances quelque part et yallah et on y va, et ils vont passer en Angleterre. Et donc c'est, comment je peux dire, c'est donner un toit, donner du pain et surtout montrer qu'il y a une humanité encore aujourd'hui sur cette terre. C'est tout con, c'est vraiment assieds-toi à la table, voilà un lit. Et c'est très très troublant parce que ces gens sont en général jeunes, ils ont beaucoup d'espoir et d'espérance, ils sont très 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 reconnaissants, très 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 respectueux. Et on ne comprend pas pourquoi il n'y a pas plus de maisons qui s'ouvrent. Mais on va commencer, quand on voit que vous êtes tous là, on va en ouvrir une seconde l'année prochaine. Et donc voilà, alors on vous attend dans le Nord, si ça vous dit. On vous invite à venir partager ces expériences, ces rencontres. Notre abbé Pierre nous parlait de rencontres, et c'est vraiment ça aujourd'hui. C'est tout simplement ouvrir la porte d'une maison et puis voilà, partager ensemble des moments. Je suis très inquiète pour tous ces enfants qui vivent la terreur de leurs parents, ces enfants qui ont été coincés pendant des mois en Grèce, en Hongrie, en Turquie. Qu'est-ce qu'ils vont penser de ce monde ? Et donc voilà, c'est aussi beaucoup pour ça qu'on fait ça, et aussi pour calmer notre colère. Parce qu'avec Emmaüs, tous les vendredis, on va apporter un repas. C'est pas grand-chose, ça n'est qu'un repas. En ce moment, ils sont 650 personnes au bout de la communauté. Et on est tous les vendredis, on revient en colère. Et tous les vendredis, on revient le soir chez soi. Et tous les vendredis, on se dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Voilà, alors cette maison, elle calme cette colère. C'est déjà beaucoup. Merci à vous. Merci Sylvie. Donc vous voyez, c'est deux frontières très différentes, 2 types d'accueil très différents, pour essayer de retrouver, pour que ces personnes retrouvent un petit peu de dignité. Donc maintenant, je vais donner la parole à Cédric en revenant sur la frontière franco-italienne. On va retourner par là-bas à La Roya, pas très loin de Briançon. Et du coup, voir un petit peu comment est-ce qu'on peut passer de l'urgence à quelque chose d'un peu plus long. Tu vois, Sylvie, tu parlais de calmer la colère, et
Et c'est ce qu'on a dû essayer de faire dans la vallée de la Roya, parce que je ne vais pas répéter ce qui a été dit dans le Briançonnais sur la violence de l'État contre les personnes en migration, sur la violence aussi des aidants, parce que nous, dans la vallée de la Roya, on a fait beaucoup de gardes à vue, beaucoup de procès, ça a été compliqué pour nous. Et surtout, il y a quelque chose qui a été remis en doute, qui était en fait l'éducation qu'on a eue en étant gamin, ce que m'ont appris mes parents, petits, partager son goûter, partager ses jouets, partager sa chambre, etc. En fait, je pense que c'est un peu le socle commun en fait qui fait la République française. Je pense que c'est ça en fait, c'est le respect en fait de l'individu, et ça devrait être le socle. Ce socle-là en fait est devenu un peu tout mou, c'est un peu brisé. J'ai l'impression qu'on entend les discours actuels. Et vous savez, c'est troublant de vivre dans une vallée où il existe une chasse au noir, et alors qu'on se souvient de ce qu'on nous disait à l'école, de dire ben non, le racisme est interdit en France, où on voit en fait les académiciens nous dire le racisme est interdit, on n'a pas le droit de propager le racisme. Comme si le racisme était une espèce de maladie virale et qui se propageait, qu'il fallait à tout prix lutter, une espèce de pandémie. Et moi je vois cette pandémie en fait, du racisme, elle s'est complètement libérée grâce en fait, aux actions étatiques et ministérielles. Et nous on se retrouve, et ça fait assez bizarre de se retrouver d'un coup en fait confronté à tout ça, à des décisions venues de Paris, et de dire il y a un moment on est obligé de faire le choix de savoir à qui on tend la main. Et dans la vallée de la Roya, si on tend dans la main avec une personne qui était probablement issue de l'immigration, donc ça veut dire un noir, eh ben on risquait d'avoir les menottes et les mains liées. Et donc dans la vallée de la Roya on a beaucoup souffert, énormément souffert, et des gens sont restés et sont restés quelque temps. Moi, je trouve assez troublant, c'est que cet accueil de l'urgence, c'était, je dis pas facile, non, mais il y a une espèce de joie parce qu'il y avait des solutions. On leur apportait des solutions, c'est des solutions à court terme, et les personnes sont restées. Il fallait trouver maintenant des solutions à moyen terme et long terme, et on a vu les gens plonger dans un état dépressif, se cacher derrière leur smartphone, à scroller, etc., à repenser à la famille qui était restée soit en Libye, soit au pays, ou soit en Méditerranée, ou alors à la famille qui était en Allemagne, en Angleterre, ou en France, ou en Belgique, ou je ne sais où, et des jeunes tombés dans un état dépressif. Et là, moi, je me retrouvais complètement désœuvré. Et je me suis dit, putain, c'était facile quand il y avait des centaines de personnes à la maison. Et là, maintenant, ils sont quelques dizaines et on n'arrive pas à trouver de solution. En fait, je me suis dit, il faut absolument... Enfin, moi, je crois beaucoup à ce que le corps, en fait, c'est pas juste un truc qui tient la tête, en fait. C'est que le corps, en fait, a aussi son intelligence et doit s'exprimer pour que la tête puisse s'exprimer. Il y a ce lien, en fait, qui... on peut pas, comment dire... Moi, je crois beaucoup, en fait, en l'activité. Pas forcément au travail, mais en l'activité. Et avec Marion, on cherche des solutions, des idées pour donner une activité aux gens qui étaient chez moi. Parce que ce qu'il faut comprendre, donc moi je suis agriculteur et j'ai des gens qui sont chez moi que je ne peux pas faire travailler parce qu'il y a des gendarmes qui nous surveillent autour, et ça pourrait être considéré comme cette fameuse contrepartie en fait, à l'accueil de personnes dites en situation irrégulière, ou alors du travail dissimulé. Donc on cherche, et puis d'un coup il y a une évidence en fait qui vient là, et c'est Emmaüs. Et Emmaüs, moi je connaissais comme vous tous connaissez, et moi Emmaüs c'était quoi? C'était des gens en précarité qui étaient là, vendaient des babioles, etc. Mais j'avais pas trop analysé ce que ça voulait dire vraiment, et c'est en discutant avec les compagnes, les compagnons, c'est en discutant avec les présidents d'assaut des différentes communautés, ou c'est en discutant avec les responsables de communautés qu'on s'est dit putain, mais on parle la même langue. Enfin, on parle la même langue. On pouvait parler des problèmes de l'accueil parce que c'est pas toujours facile d'accueillir. Et je me dis, putain, ça fait du bien en fait de pouvoir discuter de vrais sujets, etc. Et sortir un peu du débat militant, même si notre action est militante bien sûr, mais des côtés pragmatiques. En fait, ce que j'ai aimé dans Emmaüs, c'est le côté pragmatique. Et on s'est dit, bah pourquoi pas. Mais le problème, c'est que nous, on fait de l'agriculture. On fait pas de la machine à laver, on fait pas du draft, tout ce que vous avez là. Non, on fait pas ça. Nous, on fait de la tomate, on fait de l'huile d'olive, on fait et on va les voir un peu timidement, on leur dit est-ce qu'on peut se rejoindre à vous, et Emmaüs dit oui, et on est devenu une communauté Emmaüs, et depuis on a créé c'est tout petit, hein, ça fait 14 personnes, 13 personnes, il y a 4 enfants, et on cultive ensemble. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'on est parti de ce modèle un peu ultra médiatisé qui a été la Roya et surtout mon image, et à quelque chose de concret avec des gens qui vont sur le marché, qui étaient à l'époque stigmatisés, et même les gens en fait qui vont voter à l'extrême droite ou qui sont contre l'accueil en général, voient ces gens qui ont une activité, qui cultivent l'olivier, en fait cet arbre quand même qui est symbolique dans notre vallée,
Et il y a un peu cette reconnaissance par l'activité. Et les gens en fait qui sont contre l'accueil des personnes en migration se disent ah bah tiens, bah là on a des gens qui sont étrangères et des personnes qui sont étrangères et qui refont un peu le travail que faisaient nos aïeux, nos grands-parents, etc. Et ça recrée un peu ce contact avec la population et ce qui fait les solutions. Et en tout cas, moi je suis très fier et très content d'avoir rejoint en tant qu'association ce mouvement Emmaüs et de revoir un peu ce côté aussi de solidarité entre les communautés qu'on a tendance peut-être à perdre dans les communautés Emmaüs, en fait en tout cas dans l'échange des communautés Emmaüs. Et ça fait plaisir de voir qu'ensemble on arrive à faire des choses belles et surtout permet d'avoir le micro pour remercier les compagnes et les compagnons qui ont organisé tout ça. Et si on peut les applaudir derrière, ça pourrait être... voilà, merci aux compagnons. Merci. Merci pour cet élan. Donc juste peut-être pour faire la transition avec Paolo, d'abord dire que effectivement Emmaüs Roya est la première communauté agricole et que depuis il y en a 2 autres qui arrivent et donc ça veut dire que Emmaüs se diversifie dans son activité. Il y a aussi une communauté qui fabrique des briques en terre. Donc voilà, donc on est en train de diversifier le type d'activité, mais avec bien sûr ce qui est important et ce qui lie les communautés, c'est le modèle communautaire, c'est-à-dire c'est le vivre ensemble et avoir l'activité ensemble. Et bien sûr, l'activité n'est que le support économique du vivre ensemble. Voilà. Et juste pour dire et pour faire la transition, c'est que effectivement Emmaüs Roya est le premier en France de communauté agricole, mais par contre dans le mouvement Emmaüs, donc partout dans le monde, c'est un modèle qui existe déjà depuis très longtemps et notamment en Afrique où on cultive aussi des poules et des œufs et en Inde et voilà. Donc du coup ce modèle communautaire agricole est déjà bien présent dans le mouvement Emmaüs. Et donc, ça va nous permettre de faire la transition avec Emmaüs International, avec le côté international, et Paolo, qu'on a l'honneur de recevoir aujourd'hui, qui, lui, vient du Brésil et qui travaille actuellement à l'Organisation Citoyenneté Universelle et l'Alliance Migration. Il va nous expliquer tout ça. Parce qu'il a été aussi ville accueillante, donc Madame l'adjointe au maire nous a rappelé qu'ici il y avait aussi l'idée de ville accueillante. Mais tout ce modèle-là a commencé à Sao Paulo, au Brésil. Et donc Paolo était un acteur important de cette action-là. Et donc du modèle un petit peu de comment est-ce que les citoyens et l'élan citoyen qu'on représente aujourd'hui peut être en lien avec des politiques. Paolo ? Non, tranquille. Bonjour à tous. Et merci beaucoup Bernadette, Karine et tous les autres. Je suis très content d'avoir l'occasion de partager ce moment avec vous. Et comme déjà dit, je viens du Brésil. Je suis un exilé politique du gouvernement de Bolsonaro, avec des centaines d'autres Brésiliens qui défendent les droits humains dans mon pays. Je suis actuellement à Paris. Je travaille pour Emmaüs International en tant que représentant extérieur de l'OCU, qui est l'Organisation pour la citoyenneté universelle. Et j'ai essayé lentement d'apprendre cette merveilleuse langue, le français. Je m'excuse de ne pas être encore capable de bien parler votre langue. J'espère que pour la autre fois, je parle mieux. La première question que je voudrais partager est que selon les agences des Nations Unies, jamais
dans l'histoire de l'humanité, nous avons eu autant d'immigrants et de réfugiés. Il y a plus de 281 millions. D'autre part, les politiques adoptées par les organisations multilatérales et internationales, comme l'Union européenne et les États-Unis, restreignent de plus en plus la liberté de circulation. Aujourd'hui, plus de 12 millions d'immigrants ont été retenus à la frontière entre les États-Unis et le Mexique en seulement 11 mois, entre septembre 2021 et août 2022. À la frontière entre le Brésil, la Colombie et le Venezuela, la situation n'est pas différente. Rien que la frontière nord du Brésil, on comptait près de 300 000 Vénézuéliens. Et le deuxième point que je vais partager, les axes stratégiques de MAU International, c'est face à cette réalité que nous sommes mis au défi de donner des réponses concrètes. Le document de MAUS sur l'immigration, action et revendication future qui s'est adopté à la AG à Montevideo fournit une réflexion importante et fondamentale de la défense de l'acceptation inconditionnelle et la promotion de la citoyenneté universelle. Je pense que a partir de cet exemple, de ce document de Montevideo, je pense que vous connaissez mieux que moi, non? Toute la campagne que MAUS International il fait pendant les 20 ans, non? Comme par exemple la création de la OCU, qui est l'Organisation pour la Citoyenneté Universelle, en 2013, et qui proposait le passeport de citoyen universel et la liberté de circulation et la promotion de la citoyenneté universelle. La OCU invita que l'Association nationale de villes et territoires d'accueil qui lançait l'Alliance Migration dans le but de montrer que sur la base des pratiques d'accueil décentes qui existent dans les territoires, une autre gouvernance de migration est possible. Dans ce sens, pour défendre un autre modèle de gouvernance de la migration, a lancé un document de base, le socle commun, avec trois piliers. La défense de l'interculturalité, la participation et l'accès universel aux droits, comme une façon de relier la liberté de mouvement à la liberté d'établissement avec les droits. C'est pourquoi nous serons à Bruxelles le week-end prochain et en janvier pour organiser une deuxième réunion de l'Alliance pour l'immigration à Lisbonne entre le 26 et le 27 de janvier pour parler sur la réponse locale. Et j'ai terminé par une citation d'Abbé Pierre que j'ai lu un autre jour sur une affiche. Il faut des gens pour relever les défis, des gens forts
qui proclament la vérité, l'allure jetée au visage et font ce qu'ils pouvaient de lui proposer mais. Se necesitan personas para asumir el desafío, personas fuertes que proclamen la verdad, se la arrojen a la cara y hagan lo que pueda con sus propias manos. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Paolo, qui a voulu nous montrer et le faire en français. Félicitations. C'était un effort. Merci de nous avoir rappelé effectivement que Emmaüs International, donc la liberté de circulation, est un combat qu'ils défendent depuis très très longtemps. Puisque, comme l'a rappelé rapidement Bernadette, donc notre fondateur, Abbé Pierre, avait déjà œuvré sur la citoyenneté mondiale, donc qui avait déjà fait des forums mondiaux dans les années 50 pour promouvoir donc la citoyenneté universelle. Donc c'est un combat qu'Emmaüs International reprend, et au travers de Paolo aussi, et sur donc sur l'idée donc que donc non seulement il faut promouvoir ça au niveau mondial et donc du coup ressortir aussi un petit peu de notre problématique franco-française ou franco-européenne, puisqu'on a l'impression des fois d'être les seules victimes de ce grand fléau qui est la migration. Mais rappelez que non, les déplacés dans le monde, c'est partout dans le monde, le problème aux frontières, c'est partout aux frontières. Donc si on fait un effort, par contre, il y a des expériences qui marchent. Et donc quand on allie une citoyenneté, un élan citoyen avec des politiques locales, ça peut marcher. Et donc c'est la preuve dans pas mal de villes. Donc on a réussi notre pari de faire le tour de l'ensemble des personnes présentes. Donc maintenant que vous voyez qui est ici, on vous laisse la parole pour vous proposer donc d'échanger et d'avoir des questions. Donc je sais que c'est toujours difficile la première question, mais Benoît veut bien commencer. Allons-y. Bonjour, j'ai une question concernant la frontière. Je pensais qu'en Europe, au sein de l'espace Schengen, il y avait une libre circulation des personnes et qu'il n'y avait plus de frontières. Et là, on parle de contrôle au niveau des frontières. Qu'est-ce qui se passe ? Merci Benoît, j'étais sûre que tu me louperais pas. Alors, comme tu dis, tu as raison, hein, y a un accord en Europe qui dit qu'on consacre la liberté de circulation, mais que, au vu de circonstances exceptionnelles, les États ont le droit de rétablir le contrôle aux frontières pour une durée de 6 mois, de faire une demande à l'Europe pour fermer les frontières pour une durée de 6 mois. Donc en France, le rétablissement des contrôles aux frontières intérieures de l'Europe a été demandé en 2015 par l'État français pour 6 mois. Et depuis 2015, tous les 6 mois, on redemande l'autorisation du contrôle aux frontières sur les motifs des attentats terroristes. Il y a eu un jugement de la Cour européenne des droits de l'homme récemment, non, de la Cour de justice européenne, je me trompe, très récemment, qui a condamné l'Autriche parce que l'Autriche avait fait la même chose. Il a dit à l'Autriche, non, le motif terroriste n'est pas un motif exceptionnel puisqu'en fait, ça se répète depuis des années. Et donc, nous, association, avec une association que vous connaissez peut-être qui s'appelle l'ANAFE, donc l'Association nationale d'assistance aux frontières extérieures, nous avons saisi le Conseil d'État en disant, voilà, la Cour de justice européenne a condamné un État européen pour ce renouvellement systématique du contrôle aux frontières. Ça veut dire qu'en France, il faut arrêter aussi. Et le Conseil d'État a rejeté cette demande en estimant mais en fait, qu'on n'avait rien compris et que même la Cour de justice européenne n'avait rien compris non plus. Et qu'en fait, le motif exceptionnel, même s'il se renouvelait, ça restait quand même un motif exceptionnel. Même si ça fait 7 ans qu'on renouvelle le même motif, on reste quand même dans l'exception. Donc,
Je suis vraiment contente que tu aies posé cette question. Je vais faire comme les politiques, là. Merci d'avoir posé cette question. Mais c'est parce qu'en fait, elle illustre la manière dont notre État interprète le droit et le manipule. Et ça, c'est quelque chose qui est absolument fondamental à comprendre si on veut saisir ce qui se passe à nos frontières intérieures. Les personnes se font refouler à nos frontières tous les jours, la nuit, dans n'importe quelle situation, mais tout ça, c'est contraire au droit. Et je crois que c'est important de le marteler et de le rappeler. Les gens qui passent la frontière de nuit, à Montgenèvre, en hiver, dans la neige, au péril de leur vie, ils ont le droit de passer en bus. Ils ont le droit de passer en train. Ils sont obligés de le faire à pied parce qu'on ne respecte pas le droit aux frontières. À ce sujet, si ça vous intéresse de creuser, vous avez notre stand là qui est juste derrière et on a fait un petit livret à l'attention des forces de l'ordre pour leur expliquer qu'est-ce qu'ils devaient faire à la frontière en fait, c'était quoi la loi. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez le prendre. C'est un petit livret bleu qui s'appelle « Au nom de la loi ». C'est un livret qui est à l'attention des forces de l'ordre, mais à l'attention de toute personne qui veut comprendre ce qui se passe à la frontière et en quoi les droits ne sont pas respectés à la frontière. Quelqu'un d'autre répond sur cette question, non? C'est bon pour l'instant? D'accord. Il se passe la même chose à Calais. En fait, dès qu'il y a un peu trop de rififi, eh ben, l'État déclare que dans telle rue, on ne peut plus distribuer de nourriture. Puis après, c'est telle autre rue. Puis telle autre rue. Et de moins en moins de rues. La parole est à la salle, messieurs, dames. Des réactions, des compléments, des questions? Oui. Bonjour. C'est une question un peu technique. Je travaille je travaille dans un lieu où on reçoit donc des migrants et des gens en situation de précarité. Et je suis toujours, enfin, on est tous surpris dans l'équipe. On n'entend pas bien. Dans l'équipe, il y a donc médecins, assistants sociaux, psychologues. Donc c'est une équipe pluridisciplinaire et on est toujours surpris de voir les gens, des décisions d'État qui arrivent de façon complètement inattendue et incompréhensible. On a parfois des gens alors quand il y a quelqu'un qui a ses papiers, on ouvre la bouteille de champagne parce que c'est quand même pas si souvent que ça. Et puis il y a des dossiers hyper complets, hyper béton, ça passe pas. Alors par rapport à l'OFPRA, par rapport à la CNDA, je comprends pas. Je pense qu'il y a vraiment des décisions d'ordre politique qui nous échappent complètement. Mais je ne sais pas ce que vous pouvez dire de ça. Moi, j'avoue que je suis assez, pour être une professionnelle de terrain, assez surprise. Donc c'est effectivement une question sur le droit des étrangers. Mais est-ce que vraiment on peut dire qu'il y a un droit des étrangers en France encore? Ou est-ce vraiment un droit? Alors, encore une fois, je te remercie d'avoir posé cette question parce que c'est encore un point essentiel. C'est qu'en fait, il y a des droits. Il y a des droits inaliénables qui sont reconnus dans les déclarations universelles des droits de l'homme, dans toutes les conventions internationales, etc. Et il y a la loi française. Alors, par exemple, en matière de dossier de régularisation, ce qui est un sujet qui nous intéresse à peu près tous. Donc, effectivement, la personne a le droit de déposer son dossier de demande de régularisation. Le préfet a l'obligation de l'étudier. Mais il peut accepter. Il y a une nuance entre il peut accepter ou il doit accepter. Voilà. Et tout le problème est là, c'est que par rapport à pas mal de droits en matière de séjour qui sont édictés dans la loi, tout cela est laissé à la libre appréciation du préfet. Et donc, on est dans l'arbitraire le plus total. Et comme tu dis, on est face à des situations qu'on ne comprend pas. Mais idem pour l'OFPRA. L'OFPRA, il faut savoir que les personnes ne passent pas devant une cour de jugement, mais qu'il y a une quarantaine de cours de jugement. Donc, selon les personnes devant les juges devant lesquels ils passent, la décision peut être complètement différente.
Moi, j'ai un exemple assez impressionnant d'une famille de Kosovars que j'avais accompagnés parce qu'ils étaient sans papier. Écoutez bien parce que c'est absolument hallucinant. Cette famille de Kosovars est arrivée en France. Donc il y avait le père, la mère, la sœur et le fils qui était marié avec sa femme et ses enfants. Vous savez, quand les demandeurs d'asile déposent leur demande d'asile, en fait, on les place dans des cadas où il y a de la place. Donc le père, la mère et la sœur, excusez-moi, s'étaient retrouvés dans un cadas dans le nord de la France, et le fils, avec sa femme et ses enfants, s'était retrouvé à Gap. Et donc, pour présenter le dossier à l'OFPRA, ils n'avaient en leur possession qu'un seul exemplaire des originaux qu'ils avaient réussi à ramener. Donc le père, la mère et la sœur avaient les originaux et le fils et sa femme n'avaient que les photocopies. Et donc le père, la mère et la sœur ont eu l'asile parce qu'ils avaient les originaux. Et le mari et sa femme et les enfants ont été déboutés du droit d'asile parce qu'ils n'avaient que des photocopies. Ça vous illustre tout l'arbitraire. Bernadette. J'ai une question plus particulièrement pour Paolo. Au vu de ton expérience, Paolo, tu nous as expliqué qu'à Sao Paulo était une ville accueillante. Vous avez développé à Sao Paulo une série de mesures, entre autres par rapport à la citoyenneté. On entend beaucoup, nous, dans nos villes, dire ah oui, mais l'accueil des migrants, les déboutés, tout ça, c'est le problème de l'État. Donc, face à cette carence de l'État, il y a des citoyens qui se mobilisent, mais les collectivités locales parfois se mobilisent. Grande-Sainte, Damien Carême de Grande-Sainte, il a entraîné quelques grandes villes dans cette démarche. Mais voilà, est-ce que tu peux nous dire quelle place les collectivités locales peuvent prendre quand l'État est défaillant? Ok. Merci Bernadette, c'est une bonne question. Je connais Damien Carême, juste quand représente la mairie de São Paulo pour une activité à Paris pour faire la discussion sur le rôle de la ville, non? Bom, eu vou continuar em português. Espanhol ou português? Ok, vou mandar uma em espanhol agora. Quando em 2013 em São Paulo chegaram mais de 100.000 haitianos em uma situação de muitíssima vulnerabilidade. À São Paulo, en 2013, ils se sont retrouvés dans une situation compliquée parce que sont arrivés 13 000 Haïtiens, plus de 6 000 Haïtiens. E justo el gobierno local y el gobierno nacional empieza a hacer una discusión de quién era responsable por acoger a estos haitianos que llegaban a São Paulo. Ensuite, il y a eu une discussion entre le pouvoir local et national pour savoir qui devait prendre la responsabilité de la gestion de ces migrants. Y la Constitución brasileña, elle dit que c'est una función, es una función del Estado nacional. Et la Constitution brésilienne dit que c'est l'État qui doit s'en charger. Pero el alcalde de la época, él dijo, no, yo voy a construir una política local de migración. Mais le maire s'est opposé, il a dit que lui, il allait construire une réponse locale à cette question. Y yo tuve la oportunidad de ser el coordinador justamente por implementar esa política. Et donc, il a été choisi comme coordinateur pour mettre en œuvre cette politique locale. Y São Paulo ha creado centros de referencia, centros de acogida, formación para las personas que trabajan en los servicios públicos y ha creado consejos de migración. Et donc, ils ont créé à partir de là des centres d'accueil et ce qu'ils appellent des centres de référence pour former les personnes qui s'impliquent
Y finalmente ha puesto una ley propia del municipio, que es la primera ley de toda la América Latina por crear una política de migración. Et ils ont donc établi une loi, la première en Amérique latine, pour gérer une politique par rapport aux migrants. Es por eso que la Alianza Migración se inspira bastante en esa experiencia de São Paulo, Gran Cité, ¿cómo se llama? Gran Santa, como ejemplo, ¿no?, de ciudades que han puesto las manos y han mostrado que sí, es posible y es la responsabilidad también de los municipios. Voilà, et donc l'Alliance Migration, c'est ça, s'inspire de cette expérience de São Paulo pour avancer sur ces politiques. Merci. Donc c'est effectivement un exemple. C'est effectivement un exemple de dire que quand on a une situation entre citoyens et politiques locales, il est possible de s'organiser pour accueillir. Hein. C'est possible, paraît-il. Il paraît que c'est possible. Est-ce que vous avez d'autres questions, remarques? Par là-bas, oui. C'est bon. Bonjour. J'ai une question. J'ai une question à poser. J'ai une amie qui réside ici à Bourg-en-Bresse. Elle a eu un travail. Bon, elle a d'abord eu son titre de séjour, son premier titre de séjour. Et elle a eu son travail, elle a eu son logement, elle était autonome. Mais derrière son titre de séjour, elle reçoit un OQTF. Je voudrais savoir si c'est faisable ou c'est normal ou c'est pas normal. C'est une question que je voudrais savoir. Merci. Répondre Agnès. Ouais, je suis désolée, mais je ne répondrai pas à ta question. J'ai pour principe de ne jamais répondre à ces questions-là sans avoir vu le dossier, pour ne pas te mettre en erreur. Ce que je te conseille, c'est vraiment de te rapprocher, je ne sais pas, je pense qu'il y a la CIMAD à Bourg-en-Bresse, ou peut-être voilà, des gens qui peuvent vous accompagner avec le dossier complet. Mais je ne répondrai pas parce que, tu vois, il y a des situations tellement différentes. Je ne veux surtout pas faire d'erreur et surtout pas emmener ton ami sur une très mauvaise piste. Voilà, je suis désolée, mais c'est mon principe. Oui, est-ce qu'il y a quelqu'un de la CIMAD dans la salle ? Alors, il y a une petite CIMAD, non, il y a une CIMAD avec très peu de bénévoles sur Bourg-en-Bresse. Par contre, il y a une association qui a été créée, voilà, je ne vais pas vous raconter, qui s'appelle l'Association de solidarité envers les demandeurs d'asile, l'ASDA, qui tient une permanence le mardi matin et le vendredi matin. Voilà, le mardi matin et le vendredi matin, sans rendez-vous. Et voilà. Oui. Où ils sont dans les locaux prêtés par le Secours catholique. Le Secours catholique, c'est rue Brillat-Savarin, je crois, non ? Nous avons une autre intervention. Oui. Si tu peux te mettre debout. Oui. Voilà. Bonjour. Bon, alors moi j'ai l'impression quand même que je suis une migrante sur Terre et j'ai atterri en France un jour et je me dis est-ce que c'est pas au niveau culturel déjà aussi qu'on pourrait peut-être avoir des instances, je sais pas lesquelles, mais déjà entre particuliers, déjà soi-même, j'appartiens à aucun groupe ni Emmaüs, choses comme ça, même si je milite des fois. Et je me dis que je suis née en France, mais j'aurais pu naître aussi au Brésil. Et j'ai accueilli chez moi des gens qui étaient en effet pas forcément français ou tout ça. Et je me dis quand même qu'il y a peut-être beaucoup de boulot de la part de chacun de nous en tant qu'étiquetage, en tant que reconnaissance. Parce que c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a quand même beaucoup de cases qui font que les gens sont français, anglais, allemands, américains, on ne sait même plus. Alors qu'on a tous des origines diverses. Et je suis quand même étonnée qu'un pays comme la France ne puisse pas avoir
autant de paroles que j'en rêverais, parce que c'est un rêve peut-être, mais je me dis que peut-être c'est chacun d'entre nous qui devons faire quelque chose pour aider les gens à trouver une identité sur un sol, parce que finalement, on a tous les deux pieds sur la même terre, la même planète, quoi. Voilà, moi je me sens plus terrienne qu'autre chose, et j'espère qu'il y aura de l'accueil pour tout le monde un jour. Je ne sais pas par quel biais. Voilà, merci. Merci. Mais effectivement, donc quand on se sent citoyen universel, c'est bien. Voilà, bravo. Mais la réalité, effectivement, est tout autre, puisque la liberté de circulation, en général, est que dans un sens. C'est-à-dire que nous, il n'y a aucun souci avec notre passeport. En général, on arrive à passer toutes les frontières. Et ce n'est pas le cas quand on est né du mauvais côté, si je puis dire. Donc je pense qu'effectivement, on est d'accord avec cette idée, et la réalité, malheureusement, est tout autre. Des interventions ? Alors, messieurs, dames de sur la table, là, est-ce que vous voulez intervenir encore, ou qu'il y avait quelque chose, vous êtes très frustrés parce que vous n'avez pas dit ? Il y a plein de choses que vous n'avez pas dit, ça c'est sûr. Peut-être sur la question de comment on peut faire ensemble aussi, puisque on s'est dit qu'aujourd'hui c'était quand même un élan assez important. Hier soir, donc Franco, qui est responsable d'une communauté en Italie, donc qui a apporté du matériel, qui était là avec des compagnons, etc., nous disait que lui, il avait très envie on arrive à créer des passerelles aussi un petit peu plus fluides entre nous sur les frontières. Et que l'élan qu'on a eu aujourd'hui, peut-être qu'on pourrait le recréer aussi un petit peu ailleurs, parce qu'il n'y a rien de tel que de vivre ensemble, de se connaître mieux et de faire ensemble, puisque c'est là qu'on existe et c'est là qu'on se reconnaît, et c'est là qu'on trouve du sens. Parce que quand même, si on a fait ça aujourd'hui, c'est que ça fait longtemps qu'on a un peu oublié ce qui se passait. Je pense que le Covid a eu très bon dos, et lui, c'est quelque chose qui a très bien traversé les frontières, et qui nous a fait un peu oublier qu'il y en a qui ne les traversaient pas. ou mal. Voilà. Ouais, Jean. Alors je vais avoir un petit trait d'humour peut-être par rapport à ce que vient de dire Karine. Il faut faire très très attention à tout ce qui est réseau, parce que justement, nous, à la police, dans notre audition par rapport à, vous savez, ce transport qu'on a fait vers Paris, on nous reproche justement d'être en bande organisée. Et ça, c'est terrible. Si on est trop en lien avec Calais, on va nous taper sur les doigts. Alors faisons-le, mais discrètement. On dira rien. Ah ouais, parce que s'ils arrivent direct de Briançon à la Maison Sésame, là, ça va être problème. Ce que tu me dis, ça me fait penser à un truc sur la bande organisée. Et j'ai l'impression que l'État, en ce moment, est plutôt en bande désorganisée. Nous, on a été accusés, en fait, de créer un trouble à l'ordre public dans la vallée de la Roya. En fait, ça devait être notre faute, nous, citoyens, nous, habitants, qu'il y ait un bordel dans la vallée de la Roya. C'est vrai que c'était le bordel dans la vallée de la Roya. Et on a fait un peu comme on a pu. Vous connaissez un peu l'histoire, on a hébergé, etc. Et quelques années plus tard, donc c'est l'année dernière, j'entends à la radio la Russie envahit l'Ukraine, une guerre, des gens qui partent en exil, et qui vont arriver ici chez nous. Et avec les potes, on se dit putain, ça repart, il faudra remettre des tentes Quechua, etc. en place. Et en fait, même le maire de mon village, qui est un jeune maire, qui est un peu un bébé Ciotti, je pense que tout le monde connaît un peu Éric Ciotti, donc pas très favorable à l'accueil en général. Et là, en fait, tous les élus sont oui, on va accueillir, on va s'organiser. Marlène Schiappa qui fait appel aux citoyens d'ouvrir leurs portes. On fait même appel d'aller chercher ces gens dans leur pays pour les faire revenir, etc. Et on voit que tout s'est bien passé. On voit en fait qu'il y a eu plusieurs millions de personnes qui sont arrivées en Europe, plusieurs 100 000 en France. Et il y a quand même 6 millions de personnes qui sont parties de chez elles. Et on voit que tout s'est bien passé. En fait, il y a une volonté du gouvernement et de l'État tant mieux, je veux dire, mais que cette immigration se passe bien. Et elle s'est bien passée. Et des fois, j'ai un peu l'impression qu'on sert aussi de prétexte de communication pour démontrer que l'immigration, en fait, crée un trouble. Des fois, j'ai eu cette impression-là. Je me dis, mais n'empêche, avec notre combat qui est médiatisé,
Mais est-ce que c'est favorable en fait à ce que disait la dame tout à l'heure, en fait, d'essayer de convaincre les gens en fait que l'immigration n'était pas forcément un problème, etc. Et je me demande des fois le travail qu'on fait au niveau de la médiatisation, si ça porte ses fruits ou pas. Et voilà, c'est un peu une question. Mais en tout cas, quand l'État et le gouvernement veut faire, il nous vient de nous le prouver, il peut bien faire. Et à un moment, on m'a dit non, mais Cédric, tu peux pas mélanger parce qu'en fait, c'est une question de religion. Je dis ok. Moi, je rappelle que j'ai été en procès parce que j'ai aidé des personnes érythréennes. Non, je les ai pas choisies, ces personnes. Mais ces personnes qui sont érythréennes, qui sont de la même religion que les personnes ukrainiennes. Donc, il n'y a pas qu'une question de religion, il y a aussi une question de provenance et de couleur de peau, bien évidemment. Ça me rappelle une petite anecdote. L'année dernière, je vous rappelle, on a fermé le refuge parce qu'il y avait trop de monde et que ça devenait dangereux dans le bâtiment et qu'on avait l'autorisation de la préfecture de ne pas dépasser les 80 personnes dans le bâtiment. On en était à plus de 200, donc c'était loaïe. On a dû fermer. Mais avant de fermer, on a quand même prévenu et le maire et la préfète en disant là, on ne peut plus, il faut qu'on ferme, ça devient trop dangereux, on vous prévient. Les cris d'orfraie du maire et de la préfète, ah non, vous ne pouvez pas faire ça. C'est pas possible. Comment on va faire? Eh ben, je sais pas comment on va faire, mais nous, on peut plus. Et après, évidemment, ils nous ont tapé sur les doigts et envoyé les 2 escadrons de gendarmerie pour dire, voilà, regardez, on vous aide, on ferme les frontières. Bon, ça continue toujours à passer, bien sûr. Parce que, avec tout ça, bon, Pâquerette, elle nous a dressé quand même des tableaux assez noirs, assez sombres des forces de l'ordre, mais il y a quand même des anecdotes qui vont dans l'autre sens, où on voit des gendarmes mobiles ou des gens de la PAF qui ont des lunettes de soleil très foncées et qui ne voient pas les gens qui passent. On a même des anecdotes aussi, enfin des histoires, c'est pas des anecdotes, où des gens de la PAF disent « Continuez avec le migrant dans votre voiture, on ne vous a pas vu ». Voilà, il y a quand même des gens bien aussi, un peu partout. Bon, c'est vrai qu'on ne peut pas mettre tous les membres des forces de l'ordre dans le même sac. Il y en a qui font du zèle et il y en a qui sont plus humains. En partie, un travail des maraudes, c'est d'aller à la rencontre de ces forces de l'ordre avec justement notre petit livret au nom de la loi et de discuter avec eux. Et quelquefois, on sent qu'on ouvre des brèches. Et on se dit que si quelquefois ils peuvent ne pas voir, c'est quand même très bien. Mais il y en a un certain nombre qui nous disent, parce que quand on est en maraude, on se fait contrôler plusieurs fois dans la nuit, voilà, et ils nous recherchent dans le fichier des personnes recherchées, paraît-il. Bon, 3 fois dans la même nuit, 4 fois dans la même nuit, ça dépend. Voilà. Et donc il y a un peu de harcèlement vis-à-vis des maraudeurs. Donc ça, c'est de l'intimidation, juste de nous contrôler comme ça. Mais aussi, on se retrouve avec des amendes. Parfois des amendes où l'infraction est totalement inventée. Donc on passe notre temps à contester des amendes. Quand on les conteste en bonne forme, en général elles sautent parce qu'elles sont totalement infondées. Mais il y a aussi quand même, on arrive à aller à des procès. Il y a quand même 33 personnes dans le Briançonnais qui ont été poursuivies en justice. Donc les forces de l'ordre c'est vrai qu'il y en a certains qui ne voient pas, mais il y en a qui voient bien et il y en a qui font plus que bien voir, qui font vraiment du zèle. Ils mentent même. Ils mentent et on a 2 exemples absolument dramatiques. Je vais vous parler de Blessing. Donc Blessing qui est décédée le 7 mai 2018 noyée dans la Durance parce qu'elle était pourchassée par les forces de l'ordre. Donc nous avons porté plainte, on a été déboutés, on a fait appel, on a reconstitué complètement le dossier d'enquête, on a mis en évidence les mensonges des policiers mis en cause dans le décès de Blessing. Et donc on a demandé la rouverture de l'enquête et la Cour d'appel de Grenoble n'a pas accepté de rouvrir l'enquête au motif qu'il n'y avait rien de nouveau, alors qu'on a un témoignage nouveau et qu'on a vraiment mis en évidence l'implication des gendarmes dans le décès de Blessing. Mais ça, c'est parce qu'effectivement, vous l'avez bien compris, on veut que de toute façon, ce qui se passe à la frontière ne soit pas su. On veut que les personnes exilées soient invisibilisées au maximum.
Et surtout, on ne veut pas, quand je dis on, c'est l'État, hein, bien sûr, on ne veut surtout pas remettre en cause l'implication des forces de l'ordre dans tous les drames qui arrivent aux frontières. Et ça, je trouve ça absolument terrible, parce que si l'un d'entre vous, dans cette salle, connaît un cas où il y a eu mort d'un homme ou d'une femme, et où il y a eu un témoin nouveau qui apparaît et qui contredit la version des gendarmes, citez-moi un cas où on ne réouvre pas l'enquête automatiquement. Ça n'existe pas. Pour Blessing, ça existe. Et c'est une deuxième mort qu'on lui inflige. Et c'est ça qui est vraiment dramatique. Donc c'est non seulement une deuxième mort pour Blessing, mais c'est aussi un signal envoyé à tous les exilés qui ont des refus de séjour inexpliqués, qui se font tabasser par la police, qui se font voler, etc. 5 signes qu'on leur envoie: ne portez pas plainte, ça ne sert à rien, ne dites rien et subissez tout ce qu'on vous inflige en silence. Et c'est ça qui est vraiment révoltant, c'est qu'en fait, la politique de l'État vise à déshumaniser complètement ces personnes, à leur enlever toutes les choses qui pourraient leur permettre d'être droits, d'être debout. Et on leur enlève en fait toute faculté d'être acteurs de leur vie. Et c'est ça qui est vraiment dramatique. Parce qu'une fois qu'on n'est plus acteur de sa vie, qu'on ne peut plus avoir de maîtrise sur ce qui se passe, mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on devient? On se sent complètement inhumain, on se sent complètement rabaissé, humilié. Et c'est ça qui est vraiment dramatique. Merci à tous pour ces interventions. Y a-t-il des frustrations dans la salle? Oui, c'est bien, on reste sur des frustrations, hein, il paraît que c'est bien. On vous remercie tous, donc on rappelle ici qu'il y a une 20aine de groupes. Je me trompe? Ah, 15. Ah ouais, bah entre 15 et 20, c'est pas mal. Voilà. Que c'est un salon international, puisque nous avons un groupe Emmaüs, c'est un groupe suisse quand même. Donc voilà, ce n'est pas un salon régional, c'est un salon international. Donc ça fait beaucoup de petites mains, vous avez remarqué, et de petits t-shirts article 13. Donc ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de monde qui se sont mobilisés pour venir jusque-là. Qu'on espère effectivement que la vente... Bon, déjà, les personnes étaient au rendez-vous. Qu'on espère que la vente nous aura rapporté un petit peu de sous pour pouvoir partager avec tout ce monde-là. Voilà, puisque c'est bien l'idée, et qu'on est plutôt content d'être à contre-courant, si je puis dire. Après l'exemple de la noyade, c'est pas génial, mais en tout cas d'être un peu à contre-courant, parce que je pense que toutes les actions en justice, tout ce qu'on fait, les petites mains, etc. C'est aussi pour montrer dans l'histoire, pour quand on lira ça 200 ans plus tard. Qu'on sache qu'il y avait aussi des gens qui n'avaient pas envie que ça se passe comme on nous l'impose. Voilà, en tout cas, merci à tous et bonne continuation.